Question, quel quartier de Conakry pourrait battre le record de l'insalubrité? Il est difficile de répondre à cette question. Ce qui est évident, il y a des quartiers qui s'en sortent par rapport à d'autres. Reportage, Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori Kamara. C'est l'un des quartiers les plus lotis de la capitale, où il fait bon vivre aussi. Kipé, dans la commune de Ratouma. Pas d'ordures dans la rue, aucun déchet. Tous les caniveaux laissent couler l'eau. Ici, la gestion des ordures est sans égal. Mais à quelques kilomètres d'ici, dans la commune de Dixine, c'est autre chose. Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent partir chez eux, l'unique moyen reste de plonger les pieds dans des eaux usées. Nous sommes précisément à Dixine-Bora. Ici, à chaque saison des pluies, c'est le même rythme. Chaque fois, on dit aux gens de ne pas jeter les ordures ici, mais impossible. Ils se lèvent vers les 3h, 4h du matin pour venir jeter les eaux. Et maintenant, voilà les conséquences. Partout dans le quartier, l'image reste la même. Tous les caniveaux sont bouchés. Et l'eau, qui se ferait toujours un chemin, s'est donné rendez-vous au pied des murs, accompagnée par des déchets plastiques. Ici, certains ont dû anticiper en construisant des murs de barrage pour empêcher l'eau de rentrer dans les foyers. Mais la mesure n'est pas souvent efficace. Nous voulons que le gouvernement nous aide vraiment pour enlever et dégager les ordures là. Pour ne pas que nous aussi ne soyons pas noyés par ça là. Le danger est aussi sanitaire. Qu'il soit pour aller à l'école ou pour aller faire ses courses, il faut passer par là. À certains endroits, les eaux de ruissellement sont mélangées aux déjections humaines. C'est une latrine qui est là. Et aux alentours, l'image ne laisse aucun doute. Pour éviter les inondations, cet architecte propose 3 solutions. Trouver des dépotoirs d'ordures, curer les caniveaux et penser au recyclage. Tout ce qui est métal, on trie, on met de côté, on peut revendre. Tout ce qui est déchets liquéfiables qu'on peut transformer en liquide, on peut transformer en engrais 1. Et deuxièmement, à côté, on peut faire ce qu'on appelle un bassin de rétention. Ces déchets liquéfiables-là peuvent passer par un dispositif qu'on appelle station d'épuration, qui peut traiter les eaux issues de la liquéfaction de ces ordures-là. Ces eaux-là sont stockées dans ce qu'on appelle un bassin de rétention. Ces bassins de rétention, les eaux filtrées traitées, peuvent servir aux travaux des chantiers, peuvent servir aux sapeurs-pompiers, par exemple, en cas d'incendie, peuvent venir s'approvisionner là, peuvent servir à arroser les jardins, etc., etc. Mais c'est tout là le problème. À Conakry, le manque de volonté du civisme font toujours prospérer les ordures. Un petit détour dans la sous-préfecture de Kabak, c'est dans Forêt-Carrière qui a bénéficié de 2 projets portant sur la construction d'infrastructures sociaux de base. Il s'agit du siège de la commune rurale et de la maison de jeunes. Mais voilà, il y a problème. Avant même la construction de ces infrastructures, un litige oppose le sous-préfet au maire de la commune rurale de Kabak sur la passation des marchés aux sociétés soumissionnaires. Les images de Djibril Kabak sont commentées par Idrissa Bari. Initialement prévue samedi, la cérémonie d'ouverture des plis pour les entreprises qui ont soumis des offres pour le marché de construction du siège de la commune rurale et la maison des jeunes de Kabak a été finalement reportée dimanche soir. La raison de ce report est due à un malentendu entre le sous-préfet et le maire de cette localité. Le général est parti voir avec les entrepreneurs jusque dans les districts pour recevoir les attestations de visite. Mais qu'est-ce qui est là? Ce n'est pas un problème de papier. Le maire me dit sous-préfet que si on veut ou pas, les techniciens veulent ou pas, il a déjà choisi son entrepreneur qui va construire les 2 sites. J'ai dit faites beaucoup attention, monsieur le maire. En réaction aux propos du sous-préfet, le responsable communal estime que l'attribution du marché de ce projet ne concerne pas les administrateurs locaux. Ce que nous sommes en train de faire, la passation de service, ça c'est l'appel de la communauté. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai dit. Soudain, la femme de monsieur le sous-préfet se présente. Elle dit, celui qui a parlé du nom de mon mari,
sa maman. Ce sont ces grossièretés de la femme du sous-préfet qui auraient attiré la colère de certains jeunes acquis à la cause du maire. Informé de cet incident, le sous-préfet dit s'être rendu chez le maire pour présenter des excuses. Il faut en dire, si le maire sait réellement que ma femme a insulté sa maman, je l'assume. Monsieur le maire, ma femme n'a pas insulté votre maman, mais plutôt ma femme a insulté ma maman. Le maire de la commune rurale accuse le sous-préfet d'être responsable de la division des habitants de cette localité. Elhadj Almami Guégué Camara demande le départ de Sékou Koya Mara de Kabak. Ce dernier, en réaction, affirme que le maire a été instrumentalisé par des jeunes. Il compte porter plainte contre ces personnes qui, selon lui, veulent créer un climat de méfiance entre les différentes autorités locales de Kabak. Après quelques jours de manifestations dans la ville des Alumines, les activités ont repris de plus belle. Fini donc la période d'effervescence qui avait paralysé Fria. Pour rappel, les femmes soutenues par des jeunes de la localité demandaient le départ immédiat de Madame la Préfète pour mauvaise gestion des styles. Notre équipe de reportage a profité de cette occasion pour recueillir quelques avis. Malik Sengana Camara, Alseni Camara. À l'usine d'Alumine de Fria, difficile pour les jeunes de la localité d'avoir du travail, témoigne ce maître mécanicien. Il accuse la préfète Nyalé Kondé d'être derrière toute cette pratique qui prive les jeunes de Fria d'accéder aux opportunités d'emploi qui se présentent dans la ville. Pour avoir le travail ici, il faut que tu payes l'argent. S'il n'y a pas l'argent, toi, tu ne travailles pas. Vous commencez à faire ici, là, même les écritures qui passent ici, là. C'est étrangers qui sont gagnés. Les critiques sont acerbes à l'égard de Madame le préfet. Certains n'hésitent pas à dire qu'elle n'a posé aucun acte concret depuis son arrivée à la cité de l'Alumine. Logiquement parlant, c'est une dame, elle est battante, mais pour la ville de Fria, elle n'a rien fait. Même une brique, elle n'a pas posé pour la ville de Fria. Même une aiguille pour acheter, pour dire que vraiment j'ai fait ça pour la ville de Fria, on n'a pas vu. Cet autre jeune désapprouve les derniers incidents survenus dans la ville. Selon lui, le mouvement était piloté par un groupe de personnes pour juste décrier la première responsable de la ville. Vous pensez que le combat de ces femmes sont légitimes? Non, je ne le crois pas. Parce que c'est un tout petit groupe de personnes qui se sont manifestées. Ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse ou de Fria qui se sont manifestés. L'autorité communale qui a vaillamment participé à la résolution de la crise a sa propre lecture de la situation. Ce que nous avons dû suivre ce matin, en tenant compte de leur explication, c'est qu'il y a des problèmes, c'est une accumulation de petits frustrements. C'est cette frustration qui a amené les femmes à se révolter aujourd'hui contre la dame. Mais ce qu'il faut savoir, ces femmes-là étaient intimement liées à Madame le préfet. Cette manifestation des femmes de Fria a été émaillée de violences avec un bilan de 11 blessés, dont un pare-balles et plusieurs dégâts matériels. Des solutions provisoires ont été trouvées par des fils ressortissants de la localité en attendant la résolution définitive des réclamations. De Fria, rendons-nous dans la région forestière où le nouveau préfet de Youmou a officiellement pris fonction hier lundi. Issa Camara, nommé le 10 avril dernier par décret présidentiel, a donc été installé à son poste. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie de prise de fonction. Mariam Fodé Camara. C'est un préfet tout souriant qui a pris la parole pour s'adresser à ses citoyens. Le colonel Issa Camara, qui était en service à l'état-major des forces armées, a dénoncé l'état des routes de Youmou. Selon lui, seul le gouvernement peut les rétablir. Dieu est pour Youmou. Tout ce que vous voulez, voici le grand gouverneur. C'est pas moi, ça je vous dis la vérité. C'est vous les fils, cessez de mentir au frère du président. Cessez de mentir. Et regardez la route là, depuis que moi j'étais caporal, la route là était comme ça. Jusqu'à présent c'est vous. C'est votre faute. Mais il n'y a qu'un seul président de la République qui gère toute la nation. Alors si on ne se marie pas avec lui, personne ne pourra arranger la route là si ce n'est pas le gouvernement en place.
Le colonel Issa Kamara s'est mis à la disposition de sa hiérarchie et de la population de Yomou pour réussir sa mission. Les Boulefalais, les menteurs, les gros menteurs se trouvent à Conakry, surtout à la présidence. C'est des menteurs. Ça, je vous dis la vérité. Celui qui va maintenant vous enlever dans des souffrances là ici pour que vous allez pratiquer votre route. Voilà lui. Il est là. Moi, vous me commissionnez, vous choisissez 2 vrais citoyens. Il y a un citoyen digne, il y a des citoyens indignes. Je veux les citoyens dignes. On partage ensemble, on décide ensemble, on fait le rapport ensemble. Je vais le soumettre. Si je le soumets, lui aussi va remonter les filières. On attend le résultat et ça va aboutir. La préfecture de Yomou était jusque-là dirigée par le secrétaire général des collectivités décentralisées, ce depuis la mort de l'ancien préfet Moustapha Kondé. L'ONG, Association pour la bienfaisance, a offert des plats pour la rupture du jeûne à certaines mosquées de Conakry la semaine dernière. Cet acte permet aux musulmans de se retrouver et de partager des valeurs islamiques autour d'un plat. Les nécessiteux les plus démunis sont les plus concernés pour ce mois de pénitence. C'est un reportage signé Bintou Traoré, Abakadine Kamara. Pendant ce mois de Ramadan, l'ONG Association pour la bienfaisance a offert de la nourriture aux musulmans pour la rupture du jeûne. Ces vivres sont composés de yaourt, de sachets d'eau et bien d'autres aliments. Mais pourquoi avoir choisi les mosquées pour faire ce don? Le fait que beaucoup de gens en ce mois saint veulent accomplir un des piliers de l'islam et malheureusement n'auront pas forcément les moyens de s'offrir un dîner. Donc l'association a dû juger qu'il est important donc, en ce mois saint de pouvoir accompagner les musulmans à travers les petits déjeuners qu'ils appellent ce matin. L'association pour la bienfaisance compte faire le tour de presque toutes les mosquées des 5 communes de la capitale avant la fin du mois de Ramadan pour poursuivre son acte de charité à l'endroit des jeûneurs, surtout en cette période de pénitence. L'idée, c'est le peu que chacun de nous peut apporter pour la réussite de cet acte de bienfaisance. L'ABF s'est fixé pour objectif cette année de faire 10 000 plats pour nos 5 communes, dont 2 000 plats dans chaque commune. Alhamdoulilah, ça a été une réussite la semaine dernière dans la commune de Kaloum. Et cette fois-ci, on est ici à Dixine et nous faisons le maximum pour le bon déroulement de Horasso Nakati. Ce geste de l'ONG est apprécié par ce bénéficiaire et il demande à certaines organisations non gouvernementales de leur emboîter le pas. Les jeunes qui se réunissent pour donner un peu de sous aux gens aux nécessités, c'est une très bonne initiative de la part des jeunes de cette association. Donc j'invite tout le monde à s'investir dans ce cadre pour aider les gens qui n'en ont pas, aider les gens qui en ont besoin ce mois saint de pénitence. L'ONG ABF, Association pour la bienfaisance, regroupe en son sein des jeunes qui envisagent d'apporter leur aide aux personnes démunies. Ils entendent également soutenir des écoles tout en construisant des latrines. La société de transport United Mining Supply, en abrégé UMS, vient d'offrir une mosquée aux employés évoluant sur le site du district de Kaboy, dans la préfecture de Boké. L'édifice de Dieu a été officiellement inauguré le week-end dernier par l'inspecteur des affaires religieuses en présence des autorités locales, des riverains et travailleurs de la société UMS. C'est une mosquée d'une capacité d'accueil de 200 fidèles qui a été inaugurée. Elle serait la toute première de la contrée depuis la fondation du village Kaboy. L'édifice est entièrement électrifié. Il comporte aussi un point d'adduction d'eau et 2 latrines pour hommes et femmes. La mosquée a été effectivement financée par UMS. C'est pour les employés, parce que vous avez vu que nous avons une base où nous avons une forte population, et puis les populations environnantes. J'ai été très agréablement surpris par rapport à la mobilisation. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grandiose. Pour une mosquée supposée être juste à notre niveau. Mais je vois qu'il y a de l'engouement par rapport à la population riveraine. La mosquée, c'est toujours un endroit où on est supposé prier Dieu.
La construction de cette maison de Dieu va désormais soulager les travailleurs qui parcouraient des kilomètres pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Maintenant, ça va réduire les pas des fidèles musulmans d'aller vers les mosquées les plus loin de la base vie, c'est-à-dire venir prier ici. Parce que là, après la prière, tu vas te changer pour aller au boulot. Mais voilà, quand les travailleurs quittaient ici pour Konkoka ou bien pour Amara, ils avaient le souci de revenir, partir encore au boulot. Donc, ils étaient en retard. Et c'est ce qui nous a motivés à faire l'inauguration de cette mosquée. Ce genre d'action doit se multiplier dans notre pays pour permettre à la Guinée de consolider les liens entre les différentes communautés. Donc c'est un gouffre de soulagement pour nous les religieux, mais aussi un avantage pour la préfecture de Boké et la région de Boké, parce que les travailleurs de l'UMS ont un lieu maintenant où ils se retrouvaient dans la maison de Dieu, une maison sainte de Dieu, où ils se retrouvent 5 fois par jour pour raffermir leurs liens d'amour, d'amitié et la fraternité entre eux. Pour les citoyens de Kaboy, le don de cette mosquée par la société UMS est une joie immense. Il ne l'a qu'à... La Fédération guinéenne de football a interjeté appel suite aux sanctions infligées par les instances de la CAF à la Guinée. Les responsables tentent de rassurer, mais les analystes du football ne se le cachent pas. Il y a des raisons de craindre pour nos vice-champions d'Afrique. Dès moins de 17 ans, les chances de la Guinée sont minimes, d'autant que son adversaire, le Sénégal, a pris une longueur d'avance. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Soba. Dès après la pluie de sanctions de la Confédération africaine de football contre la Guinée, le comité exécutif a immédiatement réagi en interjetant appel auprès de la CAF tout en prenant soin de requérir un pool d'avocats en vue de défendre le dossier guinéen, ce qui relance le feuilleton des guerres d'intérêt entre la Guinée et le Sénégal. Autant le Sénégal a été doublement débouté par la CAF du côté de la Tanzanie, autant la Guinée vient d'être sanctionnée par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Il n'est pas exclu que le tribunal arbitraire des sports tranche également en faveur de la Guinée. En tant que Guinéen et nationaliste, on ne peut que croiser les doigts, mais moi je n'y crois pas du tout. Quelle chance pour la Guinée à présent? Minime, expliquent nos interlocuteurs. Le Brésil a déjà rayé le nom de la Guinée pour le remplacer par le Sénégal. Au niveau de la CAF, c'est le Sénégal qui remplace la Guinée. Et on espère que, comme l'a dit le général Mathurin Bangoura, ils vont se baser sur les tests IRM pour essayer de statuer là-dessus. Le Sénégal a saisi le Japon pour s'offrir les dossiers des joueurs guinéens ayant participé au mondial des cadets l'année dernière. Quand vous avez une administration forte, qui respire à plein poumon, qui fonctionne H24, qui est très efficace, vous avez de fortes chances de gagner des batailles en dehors du terrain. Si vous estimez avoir été lésé dans vos droits. Et qu'eux-mêmes, ils avaient fait faire des passeports en inscrivant en 2001. Pourquoi les mêmes reviennent aujourd'hui pour inscrire une autre date, 2002? Je pense que si jamais on n'a pas gain de cause, c'est que je ne souhaite pas, il va falloir s'attaquer à cette fédération guinéenne de football qui devra rendre des comptes au peuple de Guinée parce que c'est toute une nation qui se sent trahie. Vous avez vu la ferveur que ça fait quand on est revenu avec ces différentes médailles ici en Guinée. La fête n'aura pas duré. Une joie de courte durée, diraient certains. Ça chantait, ça dansait, c'était la parade dans les différentes rues. Il y a eu un concert, il y a même eu un avion spécial qui a été affrété. Aujourd'hui, qu'on nous dise que ces jeunes doivent rendre ces différentes médailles et qu'on est débouté. Comme l'a dit le président une fois, j'espère que ça ne va pas être simplement des propos. Des têtes doivent tomber, on doit situer les responsabilités. En attendant, l'honneur du pays est souillé et ces médailles si fièrement exhibées vont devenir de plus en plus lourdes et entachées, surtout si l'OTAS nous donnait une seconde claque. C'est donc sur cette note sportive que nous nous quittons compte de cette édition d'information cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara était présent. À la régie, Nala Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kamara de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Espace TV, le 22h.
Les infos qu'il vous faut, c'est ici dans le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Le Front national pour la défense de la Constitution lance un avertissement promoteur d'une nouvelle Constitution en Guinée. Le FNDC, dans une déclaration rendue officielle ce mardi à son siège, met en garde ceux qui œuvrent pour un coup d'État constitutionnel dans le pays. Les redevances payées par Orange Guinée pour l'exploitation de la 4G sont-elles tombées dans les caisses de l'État? Rien n'a moins su, selon un expert des télécoms rencontré par notre rédaction. Explications suivent dans ce journal. Et puis à Fria, le calme est de retour après des jours marqués par des contestations des femmes exigeant le départ de Madame la Préfète. Les réactions dans la ville des Alumines, c'est dans un court instant. L'humanité a célébré ce 28 mai la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. C'est une journée internationale des Nations Unies qui met l'accent sur la promotion des questions de diversité et de dialogue. Ominato Sidibé, Ibrahim Assouma. Pour Ali Gilbert Ifono, la diversité culturelle apporte un petit plus à la société. Elle devrait permettre à chaque communauté de s'exprimer le plus librement possible à travers elle-même. Chaque communauté a ses modes d'expression, c'est-à-dire de quelle façon elle rentre en relation avec la nature, avec la société elle-même et les hommes entre eux. Donc, c'est ce qui fait que, c'est cette spécificité qui fait que, au Fouta par exemple, on vous donnera plus de 50 ou 60 noms de produits laitiers, parce que c'est tiré justement de leur environnement immédiat. Tout comme si vous allez en forêt, on vous donnera plus de 10-20 noms de produits du palmier. En Guinée, comme dans les autres pays de l'Afrique, chaque communauté a sa culture, indique l'ancien ministre de la Culture. C'est ce qui a fait que, selon lui, l'UNESCO invite les uns et les autres au respect de la diversité culturelle, mais que chaque communauté conserve sa culture. Une culture qui reste repliée sur soi, refermée sur soi, est une culture appelée à disparaître. Donc nous sommes dans un système de donner et de recevoir. Vous restez ouvert, vous recevez des autres, et les autres restent ouverts, vous leur donnez. Concernant la Guinée, cet écrivain parle de scandale culturel. Le pays regorge assez d'éléments culturels importants. Si au niveau des mines, on vous dit que c'est un scandale géologique, au niveau de la culture, c'est également un scandale culturel. Vous n'avez pas un seul espace du territoire national où vous ne trouvez pas un élément culturel important. Ali Gilbert Ifono exhorte la population à valoriser nos cultures parce que, dit-il, c'est un héritage commun. Et comme annoncé dans les titres, le Front national pour la défense de la Constitution, en abrégé FNDC, a fait une déclaration ce mardi à son siège à Kipé. Déclaration dans laquelle le Front rappelle à l'ordre certains cadres du RPG qui s'emploient inexorablement pour l'avènement d'une nouvelle Constitution en Guinée. Ce serait un coup d'État constitutionnel de l'avis d'Abdourahmane Sano, coordinateur du Front. La déclaration du FNDC, c'est avec Mohamed Valek Touré, Djibril Kaba Kamara. Devant l'inefficacité de la répression policière et judiciaire contre les défenseurs de la Constitution et devant l'échec annoncé du rêve d'une présidence à vie, M. Alpha Condé veut désormais passer à la seconde phase de son plan diabolique, celle de la préparation de l'affrontement auquel il appelait ses partisans le 24 mars 2019. Déjà, le 30 avril dernier à Kankan, certains des partisans du président Alpha Condé ont répondu à ce ignoble appel à l'affrontement en s'attaquant violemment à de paisibles membres du FNDC, faisant des blessés graves et des dégâts importants. Dans la grave crise qui s'annonce malheureusement pour notre pays et pour la sous-région, le FNDC appelle tous ses démembrements à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée, à la mobilisation pour que tous, ensemble, nous soyons prêts à relever le défi de la défense de notre Constitution, celle de mai 2010, que des fossoyeurs au cynisme sans égal veulent saper sur l'autel de leur ambition égoïste, quitte à plonger le pays et la sous-région dans le désarroi.
La grève des huissiers de justice est suivie sur toute l'étendue du territoire national. C'est en tout cas ce que nous apprend le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée. Il y a de cela quelques semaines que cette branche du système judiciaire a soumis des points de revendication au ministère de la Justice, portant notamment sur la signature de leur statut particulier. Abdourahmane Ba, Alseni Camara. Ils revendiquent des droits qui leur sont indispensables dans l'exercice de leurs fonctions. 6 points de revendication, dont le principal est la signature du statut particulier, sans lequel le métier d'huissier est livré à lui-même. Tous les autres corps, quand vous prenez les magistrats, vous avez un statut particulier. Quand vous prenez les avocats, ils ont un statut. Quand vous prenez les notaires, ils ont un statut. Les greffiers, ils en ont. Les huissiers n'en ont pas. Alors que nous sommes un maillon incontournable de la justice. Nous sommes à la porte d'accès, à la porte d'entrée et de sortie de la justice. Il n'est pas compréhensible que les huissiers soient respectés partout ailleurs, mais en Guinée, chez nous, nous ne comprenons pas l'attitude de nos autorités. Ces revendications sont déjà à la connaissance du président de la République. Mais jusqu'ici, aucune suite favorable. Je crois que la balle est du camp présidentiel. C'est la signature de monsieur le président de la République qui attend. Pourtant, ces huissiers ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne réclament aucune valorisation salariale. Ils demandent juste à ne pas être brimés dans leurs droits. Nous avons demandé que désormais, que toute interpellation ou arrestation d'un huissier de justice passe par une procédure régulière. Que les formes d'arrestation habituelles et de séquestration des huissiers de justice ne se répètent plus, ne se reproduisent plus. Donc la cessation en toutes ses formes des interpellations ou arrestations des huissiers de justice sans base légale, sans passer notamment par la Chambre nationale des huissiers de justice. D'après le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le débrayage continue jusqu'à la satisfaction de toutes leurs demandes. La licence d'exploitation de la 4G a été octroyée à Orange Guinée dans des conditions quelque peu floues. C'est du moins l'avis d'un expert en télécom. Le FMI, lui, dans un récent rapport, dit n'avoir trouvé aucun montant payé par l'opérateur de téléphonie mobile dans les comptes de l'État. Mamadi Keita, ancien directeur multimédia de la Sotelguil, parle d'une combine orchestrée par certains cadres du gouvernement. Les explications sont signées Mohamed Amaro Kamara, Yacouba Traoré. Contre un chèque de 90 millions de dollars américains dont les traces restent encore à découvrir, l'opérateur de téléphonie mobile Orange s'est adjugé la licence d'exploitation de la 4G. Consultant en gestion télécom, Mamadi Keita ne remet pas en cause le montant de la licence, mais regrette les conditions d'octroi du permis. Ça, c'est pas une licence. Tu dois payer avant. Est-ce que Orange a payé avant? Donc, c'est à eux de prouver que Orange a effectivement payé. Ce n'est pas vraiment du pipeau ou bien une négociation à l'amiable qu'on est en train de le faire. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un deal entre ces administrateurs-là et les sociétés de téléphonie. Sinon, on ne peut pas piétiner une entreprise nationale pendant 6 ans et laisser ces gens s'enrichir comme ça. Cette nouvelle génération de téléphones mobiles n'est pas encore à la portée de tous les utilisateurs de téléphones portables. Selon l'expert, l'opérateur a mal fait de restreindre les conditions d'accès à son produit. On ne peut pas obliger les gens pour que tu aies la 4G, que tu aies un techno ou bien un autre téléphone qui est compatible à ça, quoi. Pourtant, il y a la DG, il y a tous les équipements qui sont homologués en Guinée, ils devraient tenir compte pour dire que ouais, ces appareils-là sont homologués en Guinée, on a autorisé d'importation de ça, c'est ce que les citoyens guinéens ont. En 2013 déjà, la Sotelguil, dans le cadre de la modernisation de son réseau, avait mûri le projet de la 4G. Pour Mamadi Keita, l'État devrait s'investir pour la relance de la société afin de garantir sa souveraineté dans le domaine de la télécommunication. Le pays est pris en otage. C'est-à-dire c'est inconcevable pour un ministre des télécommunications. Quand tu es ministre des télécommunications, tu dois d'abord développer les télécommunications nationales. Ce n'est pas pour favoriser les multinationales qui s'enrichissent et qui rapportent de l'argent. Cet ancien directeur multimédia de la Sotelguil avait pourtant prévenu l'État guinéen sur la situation affligeante de l'écosystème de la télécommunication en Guinée. Tout porte à croire qu'il n'a pas été entendu.